À la une ce soir, coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 diffusée en direct sur notre antenne ce matin. Les supporters ont été nombreux à se rassembler pour y assister. Centres commerciaux, bars et IMS les ont accueillis en toute convivialité. La Mercury Beach sera bien organisée aux Anses d'Arlé. Après 3 ans à Sainte-Lucie, la manifestation est de retour chez nous et se tiendra sur 2 jours. Le coup d'envoi est prévu le vendredi 27 juillet. Journée mondiale du don du sang, le FS a organisé pour l'occasion une grosse opération de collecte toute la journée à Fort-de-France. 86 donneurs ont joué le jeu aujourd'hui. Enfin, dernière ligne droite avant les premières épreuves du baccalauréat 2018. Les élèves de terminale se préparent activement pour le jour J. La philo lancera comme chaque année la session des examens. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est parti, la Coupe du Monde 2018 a commencé. Le coup d'envoi a été diffusé en direct ce matin sur notre antenne. Certains se sont rassemblés dans des bars, centres commerciaux ou encore à l'IMS où une fan zone a été mise en place notamment pour assister à la cérémonie d'ouverture. Guy Raphaël René a fait la tournée, regardez. Pas l'affluence des grands jours, mais quelques irréductibles ont fait le déplacement ici à la fan zone de la Galeria pour assister à la cérémonie d'ouverture. C'était vraiment sensationnel. Il y a une recherche pour essayer de faire du spectacle, de montrer des choses attrayantes. Donc je trouve ça pas mal. C'est très coloré, je trouve ça pas mal. Il y avait de belles images, il y avait de beaux costumes. Bon, c'était bien égayé. Ça aurait été mieux s'il y avait quand même un petit peu plus d'anciens footballeurs qu'on montrait. Moi, je trouve ça que ça aurait été un petit peu plus dans le ton de l'événement. Pour le match de lancement de cette 21e Coupe du Monde, c'est la Russie, le pays hôte qui affrontait l'Arabie Saoudite, qui finalement s'incline 5-0. Une ouverture de compétition réussie pour la Russie. Et les pronostics sur l'issue de la compétition sont déjà d'actualité. Beaucoup espèrent voir la France arriver au bout. Je pense qu'ils peuvent aller loin, mais il y a un mais, c'est-à-dire que ça dépendra du choix du sélectionneur. J'ai ma préférence, effectivement, c'est pour le Brésil, parce que c'est le Brésil qui présente les meilleurs, parce que pour moi, le football demeure quand même un spectacle. Un spectacle avant aussi. Un spectacle où il faut gagner, mais c'est un spectacle. Je supporte la France. Je ne sais pas, mais je vois qu'on a une très belle équipe. Ils sont jeunes, talentueux. Alors je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Dans une autre ambiance, d'autres ont suivi le match au 121 rue Lamartine à Fort-de-France, le garage populaire. Un bar où certains ont l'habitude de se retrouver lors des événements sportifs. C'est vraiment l'endroit où on peut regarder les matchs de foot avec une ferveur et où tous les supporters sont là, et surtout pour la Coupe du Monde 2018, on va avoir une grande ferveur populaire ici. Oui. Ça promet 5-0, on espère que ça soit comme ça toute la Coupe du Monde. C'est une belle journée, on sent l'ambiance qui monte petit à petit. Donc on attend le demain qu'il y aura un plus gros match entre l'Espagne et le Portugal. Et puis surtout mercredi, samedi, excusez-moi, avec le match de la France. En attendant le premier match de l'équipe de France samedi contre l'Australie, 3 matchs au programme demain. Égypte-Uruguay, Maroc-Iran et le très attendu Portugal-Espagne. C'est officiel, la Mercury Beach sera bien organisée aux Anses d'Arlé cette année. Après 3 ans à Sainte-Lucie, la manifestation se tiendra chez nous sur 2 jours. Le coup d'envoi est prévu le vendredi 27 juillet avec une course de jet ski au départ de Fort-de-France. Une Before Mercury le soir même au bourg des Anses d'Arlé. Le gros de la manifestation aura lieu le lendemain, le samedi 28, dès 8 h du matin à Grand'Anse. Voyez les précisions du maire des Anses d'Arlé qui s'exprime face à la caméra de Loïc Richis. On a travaillé ensemble, on a mis en place un comité d'organisation et on a rencontré, il y a eu plusieurs séances de travail avec l'organisateur, notamment M. Vanajouru. Et là, nous sommes arrivés à un accord. Nous avons mis en place tout ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens. Nous avons travaillé avec les services de l'État, notamment en sous-préfecture, ce qui concerne la sécurité. Et puis, bon voilà, les conditions sont réunies parce qu'au départ, j'avais donné un accord de principe. Maintenant, les conditions sont réunies. La manifestation aura bien lieu aux Anses d'Arlé. Nous travaillons avec le CNRS, avec M. Chevalier. On a vu, il a fait son article, il a dit que ce n'est pas dangereux. Que ce n'est pas dangereux. Nous n'avons pas
à plaindre. Et puis il y a des manifestations qui passent. Il y a souvent le samedi et le dimanche du monde qui arrive sous l'essence d'Arlay qui font autant de dégâts. Alors, qui font des dégâts, mais que nous sommes obligés d'aller aujourd'hui. Dernièrement, nous avons fait une plongée, nous avons ramassé un tas de batteries dans la mer. Et je ne respecte pas. Alors, c'est bien pour vous dire que nous sommes disposés à accueillir la manifestation, mais que nous sommes vigilants aussi pour notre biodiversité. Sensibiliser et informer les seniors sur leurs droits, c'était l'objet des syndicats de retraités de Martinique qui se sont réunis ce matin à la maison des syndicats. De nombreuses actions à venir sont prévues, comme des mobilisations pour interpeller le gouvernement sur leurs difficultés. Voyez ces explications de Johan Boulard. Jacques ne travaille plus depuis 2009. Il est l'un de ces retraités à la pension mensuelle inférieure à 1 000 €. Des enfants et des petits-enfants encore à la maison. Alors chaque mois, reviennent les mêmes interrogations. Comment se nourrir, comment payer ses loyers, comment subvenir aux besoins des enfants et petits-enfants chômeurs qu'on a à la maison. Flore est elle aussi venue participer au séminaire. Sa rente mensuelle supérieure à 1 200 € est depuis le 1er janvier amputée de 50 €. Certaines dépenses pourtant cruciales devront attendre. J'ai encore 2 opérations qui sont en suspens. Pour ce qui est des frais dentaires, on prend des conditions de paiement avec le dentiste. Pareil pour les lunettes. 7,5 millions de retraités sont concernés par cette hausse de la contribution sociale généralisée. Une augmentation destinée à compenser la baisse de cotisation sociale des actifs. Une injustice, selon cette intersyndicale. C'est une perte sèche sans compensation, alors que dans le même temps, on a exonéré d'un impôt sur la fortune les plus aisés. Vous savez que le plafond pour le moment est de 44 000 €. Avec 50% des retraités vivant sous le seuil de pauvreté, la Martinique devait réagir. Nous avons lancé une pétition qui demande qu'une loi de finances rectificative soit votée afin d'abroger la hausse de la CSG. Ainsi que la suppression du gel des pensions. Pour les acteurs ici présents, il s'agissait aujourd'hui de sensibiliser la population. Notamment des associations, parce que nous voulons élargir le cercle. Nous voulons associer d'autres personnes, d'autres groupements à nous rejoindre. 200 retraités étaient attendus. Seuls 40 ont fait le déplacement. Aujourd'hui, 14 juin, journée mondiale du don du sang. Le FS Martinique a organisé une grande collecte sur le front de mer à côté du kiosque Guédon toute la journée. Une action de grande ampleur pour sensibiliser la population car les réserves de sang chez nous sont trop basses. 10 poches récoltées par jour alors qu'il en faudrait 3 fois plus pour subvenir à nos besoins. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Christine est une habituée. Elle donne son sang en moyenne 3 fois par an. Vous allez pouvoir donner votre sang. Le médecin contrôle d'abord son taux d'hémoglobine pour savoir si elle a suffisamment de globules rouges dans le sang pour pouvoir être prélevée. À 52 ans, Christine est une donneuse très précieuse. Je suis au positif, donc ce sont les donneurs positifs qui sont le plus souvent sollicités. Donc je reçois soit des textos, soit des mails, même sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu besoin ni bénéficié de transfusion, mais d'autres en ont besoin. Et puis ça ne coûte rien. Après, je ne suis pas malade, alors pourquoi pas? Pour moi, c'est un devoir, je dirais, ça devrait l'être pour tous, mais bon, chacun fait comme il peut. Il y a des gens qui ont peur des piqûres, bon, il faut faire avec aussi. Sur le territoire, il y a seulement 7 600 donneurs répertoriés comme Christine. C'est trop peu, les réserves sont basses. 30 poches de sang sont prélevées chaque jour, il en faudrait le double. Nous sommes tout à fait dépendants de la métropole et que par ailleurs, nous avons quand même des donneurs particuliers comme les drépanocytaires que nous devons quelquefois transfuser, par exemple les enfants tous les mois. Il y a souvent une crainte, la crainte du sang, la crainte de faire un malaise, donc dans le collectif c'est plus facile. Et puis maintenant c'est un petit peu chacun pour soi. Pour pouvoir donner son sang, il faut répondre à certains critères. Il faut avoir entre 18 et la veille du 71e anniversaire. Il faut être en bonne santé.
Nous faisons quand même un dépistage de l'anémie, donc il ne faut pas avoir cette crainte-là parce que tout le monde pense un petit peu qu'il est anémié, mais nous faisons le dépistage. Il ne faut pas avoir voyagé dans un pays où il y a du paludisme dans les 4 mois précédents, ni avoir été opéré dans les 4 mois précédents toujours, ni avoir changé de partenaire sexuel dans les 4 mois précédents. En Martinique, chaque année, près de 3000 personnes ont besoin d'être transfusées. L'an passé, l'établissement français du sang a récolté un peu plus de 9000 poches. Il en faudrait 10 000 cette année pour sauver les personnes malades. J-4 avant le début des épreuves du baccalauréat 2018. Comme chaque année, ça sera la traditionnelle épreuve de philo qui lancera la session des examens. Pour les élèves de terminale, c'est donc la dernière ligne droite. Nous en avons rencontré certains à la bibliothèque Schellcher qui se préparent activement pour être fin prêt le jour J. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. À 4 jours du lancement des épreuves, Emmanuel et ses amis, en terminale paramédicale et sociale, ont choisi le calme de la bibliothèque pour réviser sereinement, enfin presque. De plus en plus que les jours arrivent, de plus en plus que le stress commence à monter, donc on essaye de faire avec, on essaie de se déstresser. Et du coup, on s'est donné rendez-vous à 9h, on a commencé à 9h05 à peu près, et là on est là jusqu'à 11h30. Vu qu'on s'entraide, donc on arrive à retenir peut-être plus de choses et une fois qu'on est à la maison, on révise juste. Pour gérer son stress et être prête le jour J, depuis une semaine, Emmanuel s'est imposé une routine quotidienne. Je prends des vitamine B pour la mémoire et tout. Mais sinon, c'est surtout le sommeil, ne pas être fatigué. Donc c'est plutôt ça. Je dors, j'essaie de dormir le plus que possible. Et la bête noire de ces lycéennes n'est pas la philo, mais l'histoire géo. Donc la question est nommée et datée 2 événements clés de la Constitution européenne. CECA, Communauté européenne du charbon, de l'acier, 1951. Et vous avez trouvé quoi? J'ai CEE, Communauté économique européenne de 1957. Je ne suis pas encore prête pour tout ce qui est l'Afrique subsaharienne ou encore la 5e République. Même si c'est coefficient 2, ce sont des points qui peuvent vraiment m'aider à avoir une bonne note. Lundi à 8h, c'est la philosophie qui ouvrira le bal des épreuves. Les élèves auront alors une semaine pour tenter de décrocher le précieux sésame. TSA, c'est le nom de la taxe imposée aux salles de cinéma et qui devient le cauchemar des exploitants des Outre-mer. Jusque-là appliquée à l'Hexagone, elle concerne depuis 2016 les Outre-mer et aura des conséquences directes sur nous, consommateurs. Pour en parler, nous recevons la présidente des exploitants des salles de cinéma des Outre-mer, Alexandra Élysée. Bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que l'on comprenne bien en quoi consiste cette taxe et à quoi sert-elle ? Alors, c'est une taxe qui est donc prélevée par l'État et qui est ensuite reversée au Centre national de la cinématographie et qui va surtout servir à l'industrie du cinéma, c'est-à-dire aux producteurs et réalisateurs. C'est une sorte de pot commun. Toutes les salles y contribuent. Et ensuite, ils reversent donc une partie aux producteurs et réalisateurs pour réaliser des films et une autre partie qui va revenir en quelque sorte aux salles qui veulent se moderniser. Une sorte d'aide à l'investissement, si vous voulez. Sauf qu'en fait, avant, elle n'était pas appliquée dans les DROM parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'on a des charges supplémentaires. Je pense à la sécurité, la sécurité, Internet, les primes d'assurance. En fait, si vous voulez, toutes les charges, si vous voulez, qui sont liées à l'exploitation, parce qu'on est loin et parce que tout coûte plus cher. Et en fait, depuis 2016, ils ont changé leur fusil d'épaule et nous l'ont appliquée. Voilà, justement, vous l'avez dit, depuis 2016, elle est appliquée en Outre-mer. Elle augmente de façon progressive jusqu'à atteindre le pourcentage de l'Hexagone. Dites-nous comment ça va se passer. En gros, donc c'est progressif, c'est-à-dire qu'on était à 0 depuis une cinquantaine d'années. Là, on est passé à 1% en 2016, 2% en 2017, 3% en 2018. Ça augmente chaque année pour arriver à 10,72% en 2022. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas de revenir en arrière et d'être à 0. Il y a parfois des malentendus sur ça. La TSA s'applique, on l'applique, on est dans le cadre du CNC, on ne le conteste pas. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'au même titre qu'il y a des taux réduits sur d'autres secteurs, c'est capital pour notre activité et la préservation de nos exploitations que nous ayons un taux réduit. Alors, il y a des conséquences pour vous et qui seront répercutées sur les consommateurs, c'est ça? Voilà. Alors, faut savoir que donc moi, je représente un syndicat qui est situé, enfin, les salles de Martinique, Guadeloupe, Guyane, également La Réunion. C'est-à-dire que c'est valable dans toutes les exploitations, que ce soit les petites, qui sont déjà généralement déficitaires, ou que ce soit les plus grosses, si on prend l'exemple de Madiana. Donc, sur les
plus petites, la conséquence, c'est clairement qu'on va les fermer. Je pense au Darbo en Guadeloupe, l'Urania à Kourou ou certaines salles de La Réunion. C'est déjà prévu ça, c'est acté? En fait, si vous voulez, c'est inscrit dans la loi. Donc aujourd'hui, nous, on se bat pour que la loi, elle change. Donc si la loi se maintient comme ça et qu'il y a une progressivité, on ne va pas pouvoir absorber autant de déficits. Donc de toute façon, on va fermer ces petites salles. Après, sur les plus grosses, ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir augmenter le prix des salles. On va déjà commencer sur Madiana, puisqu'il y aura une augmentation de 40 centimes à partir du 1er juillet. 5% d'augmentation, si vous voulez, pour 3% de TSA. En fait, à chaque fois qu'il y a une augmentation de prix, il y a une baisse de la fréquentation. À La Réunion, ils ont essayé, ils ont augmenté d'1 euro. Il y a eu une baisse de fréquentation de 8% et une augmentation du chiffre d'affaires de 0,13% seulement. Ce qui signifie que le prix n'est pas élastique. Donc nous, on a fait 5%. On espère avoir plus 2, plus 3% en chiffre d'affaires et on verra. Et fonction de ça, peut-être que ce sera 1 euro, 2 euros. En fait, on n'en sait rien. Donc les prix des billets, des tickets de cinéma sont moins chers que ceux de l'Hexagone. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, ça sera le même prix et peut-être déplacé, c'est ça? C'est très difficile, si vous voulez, à savoir, parce que les revenus aux Antilles ne sont pas les mêmes qu'en métropole. On a un revenu qui est plus faible, un pouvoir d'achat qui est plus faible. Donc c'est pour ça que comme le loisir, c'est finalement la dernière dépense, on mange, on boit, on se loge, et puis après, on va au cinéma. Donc pour nous, c'était capital. On a toujours maintenu des prix qui sont relativement corrects, justement pour permettre aux Martiniquais de venir au cinéma. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, et on sait que voilà, 10 euros, on n'aura plus personne au cinéma parce qu'il y a d'autres alternatives comme les plateformes de téléchargement. Donc pour qu'on ait du monde au cinéma, il faut qu'on ait un prix qui soit abordable. Et pour nous, 1 euro d'augmentation, pour à peu près, pour nous, c'est trop. Alors est-ce que vous avez l'intention de vous mobiliser ? Oui, et puis bon, il y a des projets, enfin on n'en a pas parlé, mais il y a des projets du coup qui sont en stand-by. C'est par exemple le cas de Rivière-Salée sur lequel nous, à 10,72%, compte tenu du fait que l'investissement est plus lourd, compte tenu de tout le reste, on ne sait pas comment on va gérer un cinéma comme celui-là, donc pour le moment c'est en stand-by. Et après, pour répondre à votre question sur comment on s'organise, on a déjà quasiment le soutien de tous les parlementaires des Outre-mer qui ont compris cette problématique. La ministre des Outre-mer qui nous a promis de s'en occuper. On a le soutien du MEDEF, de la FEDOM, de la Fédération du cinéma. Donc il y a une vraie mobilisation autour de nous, mais le problème c'est qu'il faut changer la loi. Donc, parce que la loi, elle est déjà votée, c'est ça? Elle est votée, elle est inscrite, la progressivité est inscrite. Et donc voilà, donc, si on ne change pas la loi, ça ne va pas changer. Et donc c'est une vraie problématique pour nous, quoi. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Pour vos explications. Et puis, on vous souhaite bon courage. Merci à vous. Restez avec nous à suivre. Dans cette édition, nous vous parlerons des bienfaits des plantes dépolluantes qui peuvent redonner vie à votre intérieur. Une conférence a été organisée aujourd'hui en Guyane. En Martinique, ce sont nos magnifiques paysages qui sont mis à l'honneur. Une exposition de photos de nos plus beaux sites est à découvrir aux marins. Enfin, la paroisse des Terres-Saint-Ville fête ses 90 ans cette année. Quelques événements y sont organisés cette semaine. Mais avant, direction la Guyane, qui rencontre, comme chez nous, des problèmes de pollution dus au VHU. Une opération d'extraction des épaves pilotée par la mairie de Matoury a été organisée ce matin. 12 véhicules hors d'usage ont été évacués. C'est un reportage de Gaël Wassim. C'est une opération d'envergure que commencent les services municipaux de la ville de Matoury. Leur but, éliminer du paysage les VHU, les véhicules hors d'usage qui jonchent la voie publique depuis plusieurs années et qui sont source de trafic nuisible et de pollution. C'est très important de l'enlever déjà pour l'environnement, pour les sites et surtout pour certaines maladies comme le chikungunya et la pollution aussi, puisque des fois ça pollue le sol. Et également, ça attire les rongeurs et toutes sortes de nuisibles. Ça peut servir de nourrice, comme vous dites, pour les petits trafics. Et donc, ça cause un sentiment d'insécurité dans l'ensemble des quartiers où l'on peut retrouver ce type d'épave. Avec plus de 120 véhicules identifiés sur le territoire communal, que risquent les contrevenants qui laissent à l'abandon leurs véhicules sur la voie publique? Lorsqu'on constate qu'il y a des véhicules qui sont en stationnement abusif de plus de 7 jours, on identifie le propriétaire. Celui-ci reçoit une contravention et également un courrier de mise en demeure. À l'issue, s'il n'obtempère pas, le véhicule est enlevé, mis en fourrière et notamment à ses frais. Pour la mairie, aucun quartier ne sera épargné par cette purge de la pollution visuelle. Là, nous sommes à Concorde. Bon, les 4 priorités politiquement, on dira cotonnières. Quand je dis cotonnières, l'ensemble de Balata et Cognola-Miron. Mais là, ce n'est pas ce quartier-là, c'est l'ensemble
On fera sur l'ensemble des quartiers, pas forcément. Là, on est à Concorde, comme hier, on était au Larivo, à Zénith, et il y a aussi d'autres quartiers. Parce que bon, il faut que les gens aussi ils arrêtent de déposer les voitures n'importe où. Mais on essaie de éradiquer ce genre de phénomène pour que le quartier puisse avoir un autre visage. Le coût de cette première phase d'opération s'élèverait à 25 000 € pour la municipalité et se déroulera jusqu'à la fin de l'année. Flamant rose ou langue de feu, des noms originaux pour des plantes qui ont des vertus dépolluantes. Elles feraient des merveilles à l'intérieur des maisons. Une conférence a été organisée ce matin en Guyane pour les présenter et Pierre Tréfou était sur place. Regardez. Il y a l'aglaonema qui absorbe le formaldéhyde, ces émanations de colle de moquette, ou l'anthurium, dit la langue de feu, qui selon la NASA est en deuxième position pour la dépollution à l'ammoniac. Car oui, ces plantes sont des plantes dépolluantes. C'est ce qu'a présenté Jean-Marie Prévoto ce matin aux habitants de Cayenne. Donc on remarque qu'il y a principalement des philodendrons, la famille des aracées, des spathiphyllum également, qui ont des propriétés antidépolluantes. Et puis, quand on regarde d'autres plantes qui, elles, ne sont pas guyanaises, comme par exemple le Ficus benjamina ou l'orchidée qu'on a vue, on se dit, mais attendez, cette famille de plantes est présente en Guyane. Donc pourquoi ne serait-elle pas également dépolluante? Et moi, le discours que je tiens, c'est de dire que là, il y a un travail à faire au niveau scientifique pour dire qu'ici en Guyane, telle plante a effectivement une propriété dépolluante. Et partant de ce constat-là, eh bien, si c'est le cas, c'est de les mettre en culture pour pouvoir les proposer à la vente auprès de la population locale guyanaise en disant voilà, une plante locale guyanaise qui a une propriété anti-pollution. Les Guyanais présents n'avaient pas tous les mêmes raisons de s'intéresser à ces plantes. J'avais déjà des informations sur le fait qu'on pouvait avoir des plantes qu'on pouvait disposer à côté des écrans des téléviseurs, que ça aidait par rapport au mauvais rayonnement qui pouvait nuire à nos yeux, que ça pouvait aider à nous protéger. Aussi au niveau des ordinateurs, aussi pareillement mettre des plantes à côté de l'ordinateur qui aident à dépolluer pendant qu'on travaille, surtout pour ceux qui passent des heures et des heures devant un écran à travailler, que ce soit pour regarder la télé ou bien devant l'ordinateur à surfer. Aujourd'hui, ces plantes ne sont pas encore assez mises en avant. Même si elles mangent la pollution, ce n'est pas encore la panacée. Il reste toujours préférable de bien aérer son logement pour ne pas accumuler les agents polluants chez soi. De retour en Martinique avec l'émotion du paysage, une exposition au Centre culturel du Marin réalisée par les étudiants de 3e année du campus caribéen des Arts. Des photographies de 3 sites bien connus de l'île, la savane des pétrifications, la presqu'île de la Caravelle à Trinité et la rivière Salée à Rivière-Salée. Ambiance sur place avec Johan Boulard. Dans mes photos, il y avait cette volonté de ne pas toucher directement la nature, donc de la modifier, de l'altérer, mais de manière numérique, de manière virtuelle. Donc il y avait ce mélange entre des motifs géométriques sur lesquels je travaille depuis quelques années, avec la nature. Donc la nature qui se trouvait près de chez moi. Nous avons visité 3 espaces. Alors, il y a eu Rivière-Salée, la zone d'apiculture au niveau du rond-point, il y a eu la savane de pétrification au niveau de Sainte-Anne et il y a eu la Caravelle au niveau de Tartane. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ces 3 lieux, c'est qu'ils sont spécifiques d'ailleurs, c'est-à-dire que pétrification, c'est une zone plus plage, littorale. Il y a aussi, à Rivière-Salée, c'est plus boisé, puisqu'on a dû entrer dans une zone d'apiculture. Même dans la mangrove, il faut prendre des tirages. C'était un workshop qui a duré 3 jours avec Annabelle Guerrero, qui est photographe et qui travaille elle-même sur le paysage. Et pour notre workshop, en fait, elle s'est inspirée d'Édouard Glissant. Et donc, en fait, le but, c'était de faire des photos dans des paysages donnés. Donc, il y avait 3 lieux. Et de mettre notre empreinte, notre trace sur le lieu et le photographier avec notre
cœur, notre façon de voir les choses en fait. Allez, c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au Terre-Saint-Ville avec une paroisse qui fête ses 90 ans cette année. Des cérémonies dédiées à Saint-Antoine de Padoue sont prévues jusqu'à ce dimanche. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place et vous présentent le programme. Regardez. Adoration, messe, louange, tout un programme a été prévu pour célébrer ces 90 ans de la paroisse des Terre-Saint-Ville, une église située dans un quartier cosmopolite, toute une histoire, en tout cas une belle histoire que nous avons tenté de découvrir avec le père Moncontour. 1928-2018, voilà 90 années que la paroisse s'est implantée au cœur des Terre-Saint-Ville. Le quartier se distingue par la présence de nombreuses communautés, un lieu devenu sensible d'un point de vue de l'insécurité. L'Église a quant à elle traversé le temps en maintenant son statut de guide pour les catholiques, ceci en dépit de quelques incivilités qui heurtent profondément la sensibilité de ses membres qui gardent cependant la foi. Ça fait un moment que l'église de Terre-Saint-Ville est là. Mes enfants ont fait catéchisme ici, j'ai fait ma confirmation, mon début de catéchuménat ici, et puis voilà. C'est donc la fête de la paroisse qui entend marquer comme il se doit cet événement placé sous la haute protection de Saint-Antoine de Padoue. Elle a reçu beaucoup de prêtres, des prêtres qui sont devenus évêques. Il y a eu beaucoup de cheminement. Elle a une histoire merveilleuse qui a commencé avec Aimé Césaire qui faisait rentrer les gens, qui accueillait les gens sur Fort-de-France. L'actuel curé de la paroisse, le père Jean-Michel Moncontour, personnage charismatique fortement apprécié au sein de l'Église catholique. Nous avons des Haïtiens et puis d'autres populations. Alors je parle de la population haïtienne parce que parfois elle fait comme bien la communauté. Et puis nous avons quelques prêtres aussi d'origine haïtienne dans l'Église. Donc c'est une population qui est déjà bien présente, on va dire, dans la communauté chrétienne. Mais il y a d'autres populations. C'est vrai qu'il y a une évolution, hein. Il y a davantage d'étrangers, on sent bien des communautés qui sont présentes. Je crois que maintenant on arrive à un temps aussi de relations intercommunautés, internations. Avec les traditionnels rendez-vous du culte, côté programme, l'on retiendra particulièrement le concert surprise de demain soir. Nous avons un concert ici à l'église à 18h30 avec les chorales paroissiales et puis des invités. Donc un grand concert, on commence à 18h30 et on sera là au moins jusqu'à 21h. 90 ans, ça se fête. En tout cas, gageons que cette célébration connaîtra la réussite qu'elle attend. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré, Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. A tout de suite.